Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Cosmo Club. Nous allons parler aujourd'hui d'Italie et plus précisément de la chute du gouvernement Draghi. Pour en parler, je suis ravi de retrouver avec moi trois invités avec lesquels nous avions, en février 2021, évoqué la mise en place de ce gouvernement qui vient donc de tomber. Jérôme Gautret, journaliste correspondant à Rome du journal Le Monde depuis 2016, nous disait alors qu'il avait connu, avec ce nouveau gouvernement Draghi, 5 gouvernements depuis sa nomination en 2016. Donc Jérôme, vous en serez à votre 6e en 6 ans. Catalina Avanza, conseillère politique du groupe Renew au Parlement européen pour la délégation française, vous étiez aussi avec nous. Vous étiez membre de la direction nationale du Parti démocrate italien, vous veniez de le quitter pour rejoindre Azione, le parti de Carlo Calenda, entre autres, et vous participez à cette campagne, donc vous partagerez avec nous vos sentiments. Et vous nous expliquiez alors qu'avec Draghi au pouvoir, c'était un peu d'une certaine façon le retour de l'Italie en Europe, mais que cet enchantement européiste pouvait retomber. C'est manifestement le cas. Et Francesco Saraceno, économiste, vous êtes directeur adjoint du département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, et vous nous aviez alors apporté des éclairages précieux en termes économiques, puisque la mise en place de ce gouvernement de Super Mario, comme sa chute, aura bien sûr des effets économiques. En effet, depuis le 21 juillet, donc, le président Sergio Mattarella a dissous le Parlement. Il l'a fait quelques heures après la démission de son Premier ministre, donc Mario Draghi. L'Italie va donc avoir des élections anticipées. Alors que ce soit clair pour tout le monde, c'est le 25 septembre prochain, c'est-à-dire dans très très peu de temps. La campagne sera très courte, une campagne balnéaire, pourrait-on dire, alors qu'une grande partie des Italiens, pas tous évidemment, sont sur les plages. D'ici là, Mario Draghi va expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur, qui sera issu des urnes. Et il a dit que la situation politique l'a conduit à prendre cette décision. Vous expliquerez ce qu'il fallait entendre par là. Donc son gouvernement d'unité nationale, un gouvernement qui allait de la droite toute à la gauche toute, et dont il était une forme de VRP technocratique, est donc tombé. Immédiatement, le coût de la dette de l'Italie est reparti. Et le fameux spread, qui est très, très suivi en Italie, c'est un indicateur dont les journaux parlent beaucoup, c'est-à-dire en fait, c'est l'écart entre les taux d'intérêt allemands et italiens à 10 ans, et donc il est en hausse. Pourtant, Draghi était celui qui avait défini le fameux PNRR, je le dis doucement parce que c'est imprononçable en italien, c'est le plan pour la reprise et la résilience de l'Italie qui a été approuvé par la Commission et qui, en fait, se charge pour l'essentiel de la distribution de la manne européenne via des instruments financiers ad hoc qui sont basés pour l'essentiel sur une mutualisation de la dette entre les 27 et qui est appelé, enfin c'est dans le cadre du plan donc, de relance européen qui est appelé Next Generation. C'est 750 milliards d'euros et l'Italie en a reçu vraiment la plus grosse portion avec 191 milliards, mais j'imagine que Francesco nous en parlera. Le PIB italien, pendant cette période Draghi, a augmenté. J'ai lu, vous direz Francesco si je me suis trompé, qu'il a augmenté de 7,6% par rapport au 4e trimestre 2020. La croissance italienne pour 2022 est aussi une des plus fortes de la zone euro, c'est 3,4%. Donc l'Italie, en fait, se retrouve à l'avant-poste des économies développées, elle n'est pas vraiment habituée à cette position. Et tous les observateurs nationaux et internationaux avaient tendance à dire que c'était en partie, pas essentiellement bien sûr, dû à la gouvernance de Draghi, dont l'excellence était saluée ici et là. Donc la question, c'est pourquoi est-il tombé ? Malgré des résultats tangibles, malgré l'apparente unité, enfin c'est une apparente unité bien sûr qu'il avait suscité dans la classe politique, on s'interroge beaucoup au niveau européen, on a entendu beaucoup des observateurs qui se sont énervés, pour beaucoup d'ailleurs de la situation, ne la comprenant pas bien, donc j'espère que ce rendez-vous va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Et on va commencer avec vous, Jérôme, si vous voulez bien, en se posant tout simplement la question d'essayer de comprendre pourquoi l'Italie change de gouvernement. Comment expliquer donc cette forme d'élection qui paraît, vue hors d'Italie, comme étant une élection surprise ? Bon, alors on va essayer d'expliquer ça en allant vite, ce qui ne va pas être simple. Alors comme vous aviez repris cette idée que je disais la dernière fois que c'était mon 5e gouvernement en 6 ans, peu de temps après la discussion qu'on avait eue, j'en avais parlé avec mon collègue et ami de Berlin, qui lui constatait qu'à l'époque, Angela Merkel, on était à son 4e correspondant. Donc ça montre bien aussi, évidemment,
qu'on est dans une particularité qui n'en est pas une, qui est quelque chose qui vient de loin, qui dure depuis longtemps. Et donc, que les gouvernements italiens tombent au bout d'un an et demi, on va dire que c'est une norme quasiment physiologique. On pourrait expliquer cette chute de façon extrêmement cynique en disant que cette législature était arrivée à son terme en ce sens que tous les parlementaires avaient l'assurance de pouvoir toucher la fameuse retraite à taux plein d'un mandat qui, en fait, dont l'échéance arrivait à 4 ans et 6 mois, ce qui nous mettait au 24 septembre. Autrement dit, on vote le 25 septembre, le prochain Parlement se mettra en ordre dans les 3 semaines qui suivent, et donc cette fameuse règle des 4 ans et demi étant tombée, d'une certaine manière, ce Parlement n'avait plus lieu d'être. Alors, c'est extrêmement cynique. Il ne faut pas non plus se cacher que le mouvement 5 étoiles a commencé vraiment à donner des signes de rupture exactement au moment où cette date était passée. Donc, on ne peut pas totalement exclure, en tout cas sur le timing exact, qu'il se soit produit ça. Moi, ce que je retiens aussi, c'est tout bonnement que de toute façon, il y avait une sorte de fatalité, entre guillemets, à ce gouvernement tombe, tout bonnement parce que les élections approchant, les partis ont tous envie, plus ou moins, de reprendre leur autonomie, de reprendre leur bille et de pouvoir faire campagne. Et qu'être dans un schéma de campagne électorale avec un gouvernement d'union nationale contenant des partis aussi disparates, adversaires, voire ennemis, et ayant des conceptions de l'Europe, du monde et de l'économie, enfin de tout ce qu'on veut aussi différentes, même si c'était abrité par Mario Draghi, les contradictions devenaient trop fortes à mesure que la campagne approchait. Ça, on va dire, la version la plus simple. Ensuite, on peut aussi constater quelque chose que j'ai pu constater dans mon quotidien de correspondant en discutant avec les gens, c'est qu'il y avait une sorte d'usure à la fois de l'équipe Draghi, de Draghi et de ce collectif, qui tenait aussi au fait que, bon, bah voilà, il y avait déjà eu en réalité une première rupture qui s'était passée avec la campagne pour le Quirinal, qui n'avait pas donné le résultat escompté, du moins pour Mario Draghi, et que ce coup d'arrêt avait cassé quand même quelque chose, et que depuis lors, le gouvernement n'avait plus, on va dire, ni la même cohésion, ni la même élan. Voilà, ça serait comme ça qu'on pourrait le dire très court. Et évidemment, il y a plein d'autres explications. Merci Jérôme. Alors on va poursuivre avec Katerina. Quelle est votre analyse du pourquoi la chute du gouvernement Draghi? Bah, alors, je pense qu'il y a une raison plus noble, qui est le fait que tu as évoqué le PNRR, le Plan national de résilience. Tu as parlé d'investissement. Il ne faut pas oublier que dans le PNRR, il y a des réformes qui conditionnent ces investissements. Donc, à partir du moment où il faut faire des réformes en Italie, c'est très compliqué. Ça a toujours été compliqué et c'est encore plus compliqué à partir du moment où on est dans un gouvernement d'unité nationale avec des grandes différences de point de vue sur la justice, par exemple. La réforme de la justice fait partie des conditions du PNRR, donc entre autres. La public administration, donc l'administration publique fait aussi partie du lot. Donc, tout ça, évidemment, on va dire, c'est des raisons plutôt programmatiques qui seraient nobles. Après, il y a la raison moins noble qui est sans doute, je partage ce que Jérôme a dit, donc le cynisme, on va dire, financier, personnel des parlementaires. Mais il y a surtout le fait qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le mouvement 5 étoiles s'est scindé en deux, avec une partie pro on va dire, institution gouvernementale et une partie qui est restée un peu gilet jaune, anti-caste. Et donc, c'est très compliqué d'être anti-caste quand vous avez été au Parlement et dans les institutions et au gouvernement, en fait, de facto depuis 5 ans. Et avec l'approche des élections, il fallait bien trouver une manière d'être anti-caste. Et donc, quoi mieux d'être anti-Draghi, donc anti-Goldman Sachs, BCE, etc., etc. Et donc, ça, c'était très important. Évidemment, le ballon a rebondi et le ballon a été capté par Salvini et Berlusconi qui se sont dit chouette,
étant donné que le seul parti qui était à l'extérieur de l'alliance qui supportait Draghi était Meloni, donc Fratelli d'Italia, c'était la seule à être à l'opposition depuis toujours, alors que la Lega et Berlusconi étaient à l'intérieur du gouvernement de la majorité Draghi, et donc il fallait bien trouver la manière de ne pas être complètement phagocyté par le discours anti-institution, anti-gouvernement, qui plaît aussi à la droite. Et donc, effectivement, c'est aussi Berlusconi et Salvini qui ont fini par achever Draghi pour exister dans l'alliance et éviter voilà, cette montée en flèche de Meloni. Donc, je pense que c'est tout ça qui s'est joué, et je pense que c'est, bon, comme d'habitude, la preuve d'une immaturité globale de la classe dirigeante italienne et de la démocratie italienne, je pense, en général. Merci, Caterina. Donc, je rappelle que les élections auraient dû normalement avoir lieu effectivement dans 6 mois à peu près. Et donc, en fait, c'est anticipé par rapport à la date normale. Et je rappelle aussi, également, que le système parlementaire italien donc, a porté au pouvoir Draghi, qui n'a pas donc été élu et qui ne portait pas un programme politique. Hein. C'est les partis politiques qui se sont mis d'accord pour voir en lui celui qui pouvait, à un moment donné, devenir président du Conseil. Ce n'est pas toujours évident à comprendre quand on ne vient pas d'un système parlementaire. Francesco, votre analyse? Très bien, je crois que tu as donné mon explication qui est assez différente de celle de Catherine et de Jérôme. Et moi, je pense qu'il y avait une agenda Draghi qui s'est terminée à l'été 2021 quand on a approuvé les PNRR. Et Draghi a été appelé, bon, on en avait parlé justement avec vous, ici. Moi, j'étais le plus sceptique des quatre à l'époque, si vous vous souvenez. Il avait été appelé pour garantir une approbation du PNRR en Italie et en Europe. Tâche accomplie. Donc, le PNRR a été développé, voté par le Parlement et soumis et approuvé par la Commission. Après, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. Il n'y avait qu'à le mettre en pratique. Et là, c'est là où le manque d'âme politique de ces gouvernements s'est vu. C'est un gouvernement où il y avait tout le monde dedans. C'était impossible. Ce n'est pas une question d'allergie des hommes politiques italiens aux réformes. Parce qu'il y a des réformes qui, par ailleurs, sont assez consensuelles et qui ne sont pas particulièrement libérales ou particulièrement, disons, ce qu'on appelle en italien macelleria sociale. Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais c'est la réforme de la fonction publique, la réforme du système des impôts, etc. Tout simplement, il n'y a pas d'unité et de communalité de vision sur ces réformes. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'on ait une réforme significative du système d'imposition fiscale. On ne pouvait pas imaginer qu'on ait une réforme significative de la fonction publique. Tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer que la Lega et le Parti démocrate ou les 5 étoiles ou ce qu'aujourd'hui on appelle les terzo polo, c'est-à-dire les libéraux plus ou moins différemment définis, puissent avoir une vision commune sur ce thème-là. Donc, une fois fait les PNRR, moi je pense qu'en fait, ces gouvernements auraient dû s'arrêter il y a 1 an et demi, le jour où on a voté et soumis les PNRR à la Commission. Et là, on aurait dû, à ce moment-là, redonner la parole aux citoyens pour qu'ils élisent un gouvernement, un parlement où on puisse former une majorité politique. Ça n'est pas arrivé pour les raisons cyniques. Là, du coup, je rejoins Jérôme et Catherine, parce qu'il y avait des parlementaires qui voulaient la retraite, parce qu'on a oublié de l'évoquer, on a voté entre-temps une réforme qui a coupé en 2 le nombre de parlementaires. Donc, il y avait plein de députés, de sénateurs qui savaient qu'ils n'auraient pas de chance d'être réélus avec de nouvelles élections. Donc là, il y a tous les côtés cyniques qui s'est mis en place. Mais en fait, la vraie raison, c'est que ce gouvernement n'était pas un gouvernement politique. On ne peut pas gouverner un pays avec un gouvernement technocratique. Moi, je pense que je suis très convaincu de ça. Merci. Donc, les limites d'un gouvernement technique, c'était le cas du gouvernement Monti d'ailleurs. Caterina, vous allez pouvoir réagir, parce que je voudrais qu'on aborde la deuxième question, qui est celle des thèmes en fait, de cette campagne, qui va permettre aussi de comprendre un petit peu comment s'articulent les différents pôles, puisqu'il y a des pôles qui ont émergé en fait, dans le cadre de cette campagne.
autour de ces thèmes, si toutefois les thèmes sont clairement définis. Caterina. Oui, juste pour rebondir 2 minutes sur ce qu'il vient de dire Francesco, c'est vrai qu'il y a cette question des réformes, et moi je l'ai dit en premier parce que je pense que c'est clé et qu'on n'était pas d'accord. Néanmoins, c'est vrai qu'il y avait une pression européenne, des chancelleries européennes, de la Commission européenne, pour avoir un gouvernement qui sache aussi dépenser correctement cet argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PNRR, ce n'est pas de l'argent qui arrive tout d'un coup, c'est des échelons qui arrivent à condition que tu es programmé d'une certaine façon avec des objectifs atteints. Et donc ça, malheureusement, on n'était pas complètement sûr de pouvoir avoir un gouvernement et une classe dirigeante qui était capable de faire ça. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que Mario Draghi a continué, parce qu'il y avait aussi un objectif de résultat, pas que de négociation pour obtenir le plan, mais aussi après d'application, d'implémentation. Et on était dans les temps. Je pense que voilà, ça c'est important de le rappeler quand même. Sur les thèmes, alors, il y a beaucoup de bruit, évidemment, comme toujours dans une campagne en Italie. En plus, une campagne qui est courte et qui, effectivement, comme tu le disais, est en partie sous l'ombrellone, enfin, sur le parasol. Donc, compliqué. Il y a quand même des grands thèmes qui un peu se dégagent. Il y a la question fiscale. Donc, il y a un vrai débat quand même, un vrai débat. Il y a un peu un débat sur la question fiscale, et donc la proposition des droites de la flat tax, qui en fait ont une proposition différente tous, et qui est une aberration, en tout cas selon les autres, est une aberration, parce qu'effectivement, je crois qu'on a fait le calcul. Donc, Berlusconi déclare 50 millions dans sa déclaration d'impôt. Il payerait absolument, il paierait beaucoup moins d'impôts avec la flat tax. On avait calculé, Salvini gagne 100 000 euros et gagnait un gain de 30 000 euros en moins d'impôts, et une infirmière ne gagnait absolument rien en gain d'impôts. Donc il y a un problème considérable sur cette proposition, mais qui est quand même la proposition phare de la droite, et les autres essayent de la casser. Donc je trouve qu'il y a quand même un débat sur la fiscalité et peut-être plus d'égalité dans la fiscalité en Italie. Après, voilà, il y a toujours les mêmes thèmes, et moi je trouve que c'est très compliqué de parler de contenu aussi, parce que voilà, les débats sont ce qu'ils sont dans les télés italiennes, et je trouve que oui, à part le fait qu'effectivement il y a un peu deux camps sur les pro-européens et les anti-européens, mais qui ne sont un peu moins comme en France, qui sont un peu plus déguisés, donc c'est moins ostentatoire. Si vous lisez le programme de Fratelli d'Italia pour les élections européennes, est clairement anti-européen. Celui qu'ils ont présenté maintenant, bon, c'est un peu plus déguisé, donc c'est un peu moins, c'est l'Europe des nations, enfin blabla. Donc c'est vrai que c'est plus dilué. Moi, j'ai du mal, honnêtement, à trouver des thèmes. Il y a la question des jeunes, il y a la question du renouvellement générationnel, qui est un vrai sujet en Italie. Personne ne fait d'enfants, donc voilà. Il y a un peu des thèmes sociétaux comme le Ius Colle, le fait de donner la citoyenneté aux Italiens avec un background migratoire qui ont fait au moins 5 ans d'école en Italie, ce qui est une proposition de bon sens, mais qui ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a des thèmes qui sortent comme ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de débats sur les alliances. Maintenant, il y a beaucoup de débats sur les listes et les personnes et les personnalités. Donc, voilà, c'est la limite à chaque fois de l'Italie. Merci, Caterina. On va passer à la réaction de Francesco. Je signale simplement, parce que j'ai fait la même chose que vous, j'ai lu le programme de la coalition de droite, où il est clairement dit adhésion totale au processus d'intégration européenne avec perspective d'une Union européenne plus politique et moins bureaucratique. C'est très intéressant, parce que c'est quelque chose qui ne pourrait et qui ne s'est pas trouvé jusqu'à présent dans le programme, par exemple, du Rassemblement national en France. Donc il y a une attitude là qui est assez nouvelle, effectivement, par rapport à l'euroscepticisme très clair dont faisait preuve, par exemple, Fratelli d'Italia, qui fait partie de cette coalition. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Francesco, votre réaction? Je partage l'analyse de Caterina. Il y a très peu de substance jusque-là. On peut espérer, ce soir à 20h,
c'est la date limite pour le dépôt des listes. Donc, on arrêtera de parler de coalitions et de personnalités, de places sur les listes. Donc, on peut espérer qu'à partir de demain, on ait un peu plus de débat sur les idées. C'est vrai que la seule idée forte qui est sortie est celle sur la fiscalité. Moi, je voudrais dire deux choses, des ajouts par rapport à ce que disait Catherine. Le premier, c'est que jusque-là, les autres partis, tout le monde sait que la coalition de centre-droite, de droite, pas de centre-droite, n'a pas grand-chose de centre qui reste, est très avant dans les sondages et qui fait un peu, fait course en tête, mais surtout, elle fait course en tête du point de vue entre guillemets culturel. C'est-à-dire c'est eux qui imposent les débats, c'est eux qui imposent les thèmes jusque-là. Ils sont très bons. Et les autres sont à la fin. Les autres se caractérisent seulement pour leur réaction à ce que dit la droite. Et ça, c'est vrai pour le Parti démocrate, qui est le deuxième coalition progressiste, soi-disant. Et c'est vrai aussi pour le troisième pôle, le terzo polo, qui venait de se constituer, qui a un peu de mal à faire émerger un agenda. Donc, premier ajout à ce que disait Caterina, c'est la droite qui fait la campagne, qui décide de quoi on parle, de quoi on ne parle pas. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, je pense, pour le débat. Et la deuxième, de mon point de vue, aussi mauvaise, même voire plus mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a ce dont on ne parle pas. Et ce dont on ne parle pas, c'est justement l'Europe. À part des déclarations de principe que tous les partis ont fait, tu rappelais, Tremer, et que même la droite aujourd'hui fait une profession de foi européiste, il n'y a pas un seul débat sur quelle Europe on veut. Il y a des grands thèmes en Europe, la réforme du pacte de stabilité, la création d'une next generation permanent, une capacité budgétaire, les mandats de la Banque centrale européenne, l'investissement pour la transition écologique. Les débats italiens, européens, s'arrêtent au PNRR, c'est-à-dire à ce que l'Europe nous demande pour nous débourser l'argent du PNRR. Et ça, c'est un manque. Bon, de la droite, on s'y attendait parce que justement, cette conversion européiste, elle est toute neuve et probablement pas très sincère. On s'y attendait un peu moins des partis qui se disent depuis toujours européistes, qui ont soutenu Draghi en disant que Draghi était la caution européenne de l'Italie. Mais après, on ne sait pas si les partis démocrates arrivaient au pouvoir, quelle serait sa position sur le pacte de stabilité. Si Azione, si le troisième pôle arrivait au pouvoir, quelle serait sa position sur le pacte de stabilité, sur la capacité budgétaire unique? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est complètement absent du débat. Et pour moi, Européen, qui étudie les affaires européennes et l'économie européenne, c'est écœurant. Merci, Franchi. Je partage ce point de vue. J'ai le sentiment que l'Europe est en fait dans le détail totalement absente de cette campagne. On va voir, il reste un mois, donc on va voir si toutefois on va rentrer dans le détail. Et je dis simplement à l'attention des auditeurs qu'ici en Italie, donc, les sondages n'arrêtent pas d'être faits. En fait, tout se fait sur la base de ces sondages, alors même qu'une grande partie d'ailleurs des sondés disent ne pas savoir pour qui voter. Mais parmi ceux qui disent qu'ils savent pour qui voter, en fait, la majorité d'entre eux se prononce pour Giorgia Meloni. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et qu'elle occupe énormément les médias, comme c'était le cas pour Zemmour d'ailleurs pendant la campagne présidentielle française, même si son parti a recueilli moins de 5% quand même des résultats au Sénat et à la Chambre en 2018 et un peu plus de 6% aux européennes la dernière fois. Donc actuellement, elle a crédit de 24 ou quelque chose comme ça. Oui, Francesco, une réaction avant de céder la parole à Jérôme? Seulement une chose, ouais, seulement une réaction. J'ai vu ça, j'ai vu dire ça. Bon, Zemmour aussi était crédité beaucoup plus. Après, il a pas mal. Attention, il y a une très grosse différence, un peu de la méthode Powell, je pense. Parce que dans le cas de Giorgia Meloni, il est très haute dans les sondages depuis au moins 3 ans. Elle est le seul parti qui a fait opposition. Et c'est un parti qui est très enraciné. Donc, ce n'est pas Zemmour, ce n'est pas une météore. Et moi, je pense peut-être qu'ils ne feront pas 23, ils feront 20. Parce qu'après, pendant la campagne, il y a plein de choses qui vont sortir. Mais n'espérez pas qu'elle soit comme Zemmour, qu'elle part à 20. Non, tout à fait. Ce n'est pas du tout des candidats comparables. Je suis tout à fait d'accord. Jérôme. Jérôme. Je vais rajouter quelque chose, juste un truc aussi sur les sondages, c'est important. Alors, Caterina, Jérôme, on a... Non, mais parce que c'est différent par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le débat, et y compris les invitations des médias pour avoir l'État et Meloni, parce que c'est les deux partis forts dans les sondages, enfin, le Parti démocrate et Fratelli d'Italia, sauf qu'effectivement, c'est des sondages qui sont faits sur une base qui n'est pas correcte. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, quand les sondages vont devenir un peu plus fiables, en tout cas à mon sens, et pour y avoir travaillé, je connais un peu, à partir du 10 septembre, 15 septembre, à partir du 10 septembre,
on ne pourra plus les publier. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est très différent de la France où, en fait, on peut publier des sondages jusqu'à 2 jours avant le vote. En Italie, on ne peut pas. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est marrant, cette idée de la droite aussi haute peut aussi avoir un effet qu'on peut difficilement sonder, ce que Francesco disait. Peut-être qu'en fait, il y a toute une partie de l'électorat qui peut aussi ne pas aller voter en se disant « bon, c'est gagné. De toute façon, je ne suis pas si convaincue, mais j'aurais voté Mélanie, mais j'y vais pas parce que de toute façon, elle va gagner. » Et ça, on pourra difficilement le jouer après parce qu'on ne pourra plus publier les sondages. Et donc, je pense que ça peut biaisé, pas complètement, enfin, je veux dire, ça ne sera pas Zemmour, ça n'a rien à voir avec Zemmour, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de doutes aussi sur le résultat de Meloni dans le nord de l'Italie. Je ne suis pas sûre que ça soit aussi haut de ce qu'on dit. Donc, pour moi, il y a quand même des surprises qui peuvent arriver, pas une révolution, mais quand même des surprises qui peuvent arriver dans le résultat. Merci pour cette précision qui était utile sur la question des sondages qui est tout à fait différente. Jérôme. Alors, juste sur les sondages, avant de parler de la campagne en elle-même en 2 mots, moi, il y a une chose, effectivement, alors le jeu des sondages étant gavé de presse italienne tous les jours depuis 6 ans, j'ai pu constater à quel point le petit jeu de petits chevaux entre le parti qui a pris 0,7 points, celui qui a baissé de 1,2, etc., occupait beaucoup, faisait beaucoup vente de papier, faisait des manchettes, etc. C'est vrai que ce n'est pas très intéressant à suivre. Il y a quand même une constante au-delà de tout ça qui n'a pas vraiment bougé en fait, dans toutes les enquêtes d'opinion, depuis même les élections européennes de 2019, c'est que quand on additionne Salvini et Meloni, ça fait à peu près 40. C'est-à-dire, il y a eu un jeu de vase communicant entre les deux, mais si on considère qu'il y aurait une cohérence, ou tout du moins une sorte de poussée de droite souverainiste, sachant toutes les différences idéologiques qu'il y a entre les deux partis, et je ne vais vraiment pas les minorer, effectivement, il y a un problème au nord, enfin bref, voilà, en allant très vite et à gros traits, on constate quand même la persistance et la solidité de ce bloc. Et ça s'est aussi vu dans les élections, je dirais, y compris les élections. En gros, ce que perdait Salvini, Meloni l'empochait. C'est quelque chose qui a... Et le reste a relativement peu bougé, avec une baisse continue des 5 étoiles aussi, qui a été peut-être un petit peu plus diffuse. Ça, c'était le préliminaire, mais ça montre aussi quelque chose d'assez stable. Ça peut aussi vouloir dire que dans les sondages actuels, Meloni est un peu trop haute et Ligue un peu trop basse. Je veux dire, du point de vue de l'Europe, je ne suis pas certain que ça change grand-chose. Le système fait de toute façon que celui qui, au sein de la coalition, arrive en tête est favorisé de plein de façons. C'est un effet pervers du Rosatellum, mais qui, en fait, avait été conçu à une époque, sans doute, où ses concepteurs pensaient qu'il était inconcevable que la Ligue arrive devant Forza Italia. Mais enfin, voilà, ça s'est retourné contre eux. On rappelle que c'est une combinaison entre des listes uninominales donc, et du proportionnel, parce que c'est très particulier quand même cette règle. C'est une loi qui en fait, qui était aussi, enfin, qui est à la fois très compliquée à expliquer et assez simple, c'est-à-dire qu'elle était aussi fabriquée pour éviter que les 5 étoiles l'emportent trop il y a 4 ans. Donc voilà, on peut aussi aller très vite pour la raconter. Bref, les programmes, là aussi, il est possible d'aller assez vite. Comme la campagne va être très courte, je pense que tous les partis font le pari de dire qu'il va falloir être assez simple dans l'énoncé des messages et que ce qui va être décisif, ça va être le mois de septembre. Donc pour l'instant, en réalité, les partis ne font que recycler ce qu'ils ont dit par le passé. La flat tax à 15% de la Lega ou celle à 23% de Forza Italia était dans le programme de 2018, par exemple. C'était exactement la même chose. Quand on regarde dans le détail, d'ailleurs, ça n'a pas du tout été travaillé parce que c'est les flat tax qui n'en sont pas. Enfin bref, je pense que, et alors là, je parle évidemment de la droite, mais finalement, la situation ne serait pas très différente pour la gauche et pour le centre. Je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles propositions, tout bonnement parce qu'on est un peu pris de court et que il est très difficile de savoir, en gros, sur quoi l'opinion va se cristalliser en septembre prochain. Alors, est-ce que ça va être... voilà, la Ligue espère, entre guillemets, que ça sera sur les migrants, parce que Salvini se sent un peu plus fort sur les migrants. Est-ce que ça va être la Russie, la crise, le problème énergétique? Est-ce que ça va être l'inflation? C'est très difficile de savoir. Et quelle sera la question? Pour l'instant, on a l'impression que tout le monde tâtonne et que de toute façon, il y a une sorte de conscience générale que la campagne, c'est une chose, mais qu'ensuite, après, il va y avoir un règlement de compte. Si vous voulez, en gros, Berlusconi, son argument va être de dire « votez pour moi pour éviter
que la Lega et Forza Italia soient majoritaires à eux seuls, par exemple. Ça, c'est un argument politique qui permet de dire, bah voilà, si vous voulez vraiment être sûr, voter à droite, mais être sûr que l'Italie ne va pas engager un affrontement trop violent avec l'Europe, eh ben, le vote Forza Italia devient quelque chose de possible. Ça, c'est un exemple. On va être dans des stratégies un petit peu compliquées, et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en réalité, on y verra beaucoup plus clair après l'élection, mais on n'y verra pas très clair jusqu'à l'élection. Voilà. Merci Jérôme. Alors, ce que je vous propose, il reste 1 minute chacun. On va se poser la question de savoir quel est l'impact que vous attendez de cette élection pour l'Italie, mais surtout pour l'Europe. On se donne rendez-vous à ce moment-là après les élections pour qu'on discute plus avant cette question de l'impact. Mais quel serait pour vous aujourd'hui, à 1 mois des élections, qu'est-ce qu'il faut attendre en fait de ces élections au niveau européen? On va commencer par Francesco. Très rapidement, je peux répondre. Bon, je pense que, bon, c'est vrai que les sondages ne sont pas très fiables, mais je pense qu'à la fin de l'histoire, on aura un gouvernement de droite qui sortira. La seule vraie question, c'est s'il sera un gouvernement assez fort pour changer la Constitution. Je ne crois pas. Et donc, il faut s'attendre à une période difficile des rapports de l'Italie avec l'Europe, parce que l'Italie de Giorgia Meloni ressemblera certainement plus à l'Hongrie d'Orban qu'à l'Allemagne de Scholz. Ça c'est plutôt clair. Et je crois aussi qu'il y a des contradictions au sein de la coalition de droite qui vont éclater. Donc, on pourrait ne pas avoir un cycle complet. C'est-à-dire, on pourrait ne pas avoir... Jérôme verra un autre gouvernement probablement avant la fin de la prochaine législature. Et donc, du coup, il se peut que dans 2-3 ans, on aura un nouveau Mario Draghi qui s'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre que l'Italie soit un des moteurs de l'Europe dans les prochains mois, que, comme je disais avant, seront des mois très importants pour le processus d'intégration européenne. Ce alors que les autres moteurs sont aussi plutôt mal en point. Un peu en panne, exactement. C'est ça. Exactement. Jérôme. Alors pareil, très vite, il y a une autre chose qui m'a frappé d'ailleurs, et c'est une façon de répondre à la question, c'est que Giorgia Meloni, qui est dans la position de la favorite, a passé beaucoup de temps à parler à l'international, à rassurer, à vouloir dire attention, on n'est pas des fous furieux, on va faire les choses sérieusement. Je pense que personne n'aura intérêt. Alors moi je suis pareil, je pense qu'il y aura une majorité de droite et que cette majorité ne sera pas en situation de toute façon ni de façon interne ni de façon on va dire organique de pouvoir changer la Constitution. C'est la marche est trop haute. Mais je vois bien cette évidence, en tout cas ce qui semble une évidence d'une victoire assez nette de la droite. Mais l'idée est sans doute, dans un premier temps au moins, de rassurer l'Europe parce que, de toute façon, Katharina expliquait très bien à quel point une grande partie des aides européennes sont conditionnées, qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi, au moins en premier temps. Après, le pari va être de dire, de toute façon, on est trop gros et on est trop important dans l'Union pour se faire taper trop fort sur les doigts. Et donc, l'Italie va sans doute obtenir des aménagements, tout du moins, en tout cas, essayer d'en obtenir, et essayer de jouer de son rapport de force de façon, alors sans doute qu'elle surestime ses forces, enfin, en tout cas, la droite italienne doit sans doute surestimer ses forces dans cette négo, mais enfin, en tout cas, il y aura un moment comme ça, et il ne faut pas, d'ailleurs, si on ouvre une parenthèse dans la parenthèse, n'oublions pas quand même qu'en Italie, la relation avec la France est un sujet de clivage politique et que les partis qui risquent de gagner, Fratelli d'Italia au premier chef, ne sont pas pro-français, loin de là. Donc, du point de vue de la relation franco-italienne, il y a eu cette espèce d'alignement de planètes formidable pendant un an et demi. Mais voilà, les alignements de planètes, comme leur nom l'indique, ne durent pas parce que les planètes ne sont pas physiologiquement alignées. Donc, on risque de repartir dans une phase de secousse. Voilà. Merci Jérôme. En tout cas, victoire de la droite qui sont fatales du fait de la règle électorale. Vous rejoignez Francesco. Aussi du fait que sociologiquement, enfin je veux dire, en tout cas, la droite est majoritaire dans ce pays. Moi, c'est l'impression que j'ai d'observateur. Enfin voilà, c'est pas de ce point de vue-là, c'est quasiment pas un changement. Oui, si ce n'est les vases communicants que vous évoquiez auparavant, voilà, qui d'ailleurs avaient commencé de Forza Italia à Salvini. Exactement. Très bien. Caterina, pour conclure, avant de nous revoir, donc disons dans un mois. Caterina. Oui, non, assez d'accord avec une nuance près. Moi, je pense qu'il y a quand même une donnée que pourrait
pourrait se passer, qui est que la Lega perd beaucoup. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir en tête que la Lega rentre dans cette élection avec les élections européennes qui l'avaient portée à 36%. C'est la première délégation au Parlement européen. Hein. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont 33 députés ou quelque chose comme ça. Donc, ils sont en train de se scratcher, et comme disait Jérôme, avec des vases communicants. Donc, il faut voir ce qui va se passer là, parce qu'effectivement, Salvini, il est quand même sur une chaise éjectable. À partir du moment où son parti se scratche trop, déjà, il y a toute une partie de la Lega qui n'a pas du tout aimé la sortie du gouvernement, qui était effectivement plutôt gouverniste, avec des ministres qui sont devenus présentables et qui sont bien dans ce rôle-là. Et donc, si la Lega se sort de sa Forza Italia, étant au PPE, aura du mal à faire un gouvernement avec les souverainistes. Et il faut voir du coup l'équilibre qui peut arriver avec effectivement, ça dépend ce qui fait effectivement le centre, enfin les libéraux réformistes. Il faut voir combien fait le Parti démocrate qui peut être assez haut. Et donc c'est vrai que cette variable de la Lega pour moi peut être ce qui peut faire basculer le fait de faire un gouvernement de centre-droit, parce que Giorgetti, Zaia et compagnie ne supportent plus Salvini et ses conneries sur les migrants et veulent travailler à l'industrie, veulent travailler aux réformes, veulent l'autonomie, veulent faire l'autonomie fiscale. Et ça, ils ne l'ont pas fait et donc ils l'ont au travers de la gorge. Et donc, c'est une vraie raison pour éjecter Salvini et peut-être reconstituer quelque chose comme les Italiens savent faire. Donc, moi, je suis d'accord avec Jérôme et Francesco, mais il faut voir ce que fait la Lega, parce que c'est quand même la seule variable qui peut faire partir le plan de Meloni dans une autre direction. Merci Caterina, merci à tous les trois. Rendez-vous dans un mois.